Chacun d'entre nous connaît l'ECAS, c'est le nom donné aux objets importés d'Europe ou des États-Unis d'Amérique. En tout cas, chez nous, grands et petits, tout le monde y trouve son compte. Découvrez ces marchandises dans ce 20h. Elles sont là, il s'agit des cadettes basketteuses, sacrées championnes d'Afrique des moins de 16 ans depuis dimanche dernier à Madagascar. Elles ont été accueillies à la hauteur de leur performance ce matin à l'aéroport Bamako-Sénou. Où que vous soyez, merci d'être des nôtres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Et nous commençons par le palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres présidé par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et tout de suite, nous allons vous livrer le contenu du communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 22 juillet 2015. Et pour cela, je suis avec Ibrahima Djombeli. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Kadia Toukoné. Mesdames et messieurs, à vous également, bonsoir, bienvenue. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Au titre du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, sur le rapport du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant sur la cryptologie au Mali. Avec l'avènement de la société et de l'information, la cryptologie est devenue un procédé de sécurisation dans le commerce électronique, les échanges de données, les systèmes d'information et les réseaux de communication électronique. Elle permet notamment d'assurer la confidentialité des communications électroniques dans les domaines variés, en particulier dans les domaines des échanges entre administrations publiques, des paiements électroniques, des centres d'appel téléphoniques, des transferts d'argent, de protéger les échanges et les systèmes d'information sur les nouvelles technologies contre d'éventuelles violations de leur intégrité, de contribuer au renforcement de la confiance des différents acteurs et subséquemment au développement des transactions électroniques. L'analyse de la législation nationale relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication a révélé des insuffisances concernant notamment l'exercice des activités de cryptologie, l'importation, l'exportation et l'homologation des moyens de cryptologie, la fourniture, le transfert et l'homologation des prestations de cryptologie. L'adoption du présent projet de loi vise à combler les insuffisances juridiques révélées en matière d'exercice des activités de cryptologie ainsi qu'à l'importation ou l'exportation des moyens de cryptologie à travers notamment la définition du régime juridique des moyens et prestations de la cryptologie, la détermination des obligations et responsabilités des prestataires de la cryptologie, la détermination des sanctions applicables en matière de cryptologie. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 667 du 29 décembre 2006 modifiée portant Code général des impôts. La présente modification du Code général des impôts concerne le droit de timbre sur la demande de transfert de fonds dont le prélèvement s'effectue sur les opérations de transfert de fonds, notamment par les banques et autres intermédiaires agréés au profit de leurs clients. Institué depuis près de 30 ans, le rendement du droit de timbre sur la demande de transfert de fonds est resté en deçà des attentes en raison notamment de la floraison d'entreprises qui exercent de manière informelle des activités de transfert de fonds à l'étranger, de l'exercice de façon accessoire et d'activités liées au transfert de fonds effectuées par des entreprises du secteur formel n'ayant pas une telle vocation, du champ d'application restrictif et de la complexité du droit de timbre sur la demande de transfert de fonds. L'adoption du présent projet d'ordonnance permettra de remédier à ces difficultés à travers la modification du champ d'application du droit de timbre sur les demandes de transfert de fonds, l'adapter au contexte marqué par l'évolution technologique, la révision de taille par la fixation d'un taux proportionnel unique, un remplacement du tarif actuel appliqué par tranche de 500 000 francs CFA ou fraction de 500 000 francs CFA. La baisse du taux effectif de 0,60% à un taux proportionnel unique de 0,33% applicable au montant de transfert de fonds. La réforme vise d'une part à simplifier le calcul du droit de timbre sur la demande de transfert de fonds et d'autre part à élargir l'assiette fiscale à travers l'identification et le recensement de l'ensemble des entreprises concernées par les opérations de transfert de fonds,
Elle s'inscrit également dans le cadre de la politique du gouvernement visant à abaisser les taux nominaux des impôts. 2. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat numéro 953 DGMP 2010 relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction du barrage de Taoussa. En 2010, le gouvernement de la République du Mali a conclu avec le consultant Cohen et Bélier, en association avec GID et Betico, un marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction du barrage de Taoussa pour un délai d'exécution de 57 mois. Les événements survenus en mars 2012 ont empêché le démarrage effectif des travaux de construction du barrage de Taoussa et subséquemment du contrat de contrôle et de surveillance des 10 travaux. L'avenant numéro 1 au contrat de contrôle et de surveillance des travaux de construction du barrage de Taoussa est conclu pour un montant de 329 927 040 francs CFA hors taxes et droits de douane, soit 12,72% du marché initial. Il est justifié par les modifications intervenues au niveau du personnel du contrôle et de surveillance, des mesures sécuritaires envisagées pour le compte du consultant et celles relatives au plafond de rémunération du consultant. L'approbation du présent avenant permettra la reprise des activités de contrôle et de surveillance des travaux de construction du barrage de Taoussa interrompus par les événements de janvier et mars 2012. Le présent avenant est financé à hauteur de 100% par le budget national. 3. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat numéro 612 DGMP DSP 2011 relatif à la réalisation du projet de mise en réseau des services de l'administration e-gouvernement et e-poste. Le gouvernement de la République du Mali a conclu avec le consortium Samsung CNT Corporation et Tayan Electric 8 Co Ltd l'avenant numéro 1 au contrat numéro 612 DGMP DSP 2011 relatif à la réalisation du projet de mise en réseau des services de l'administration e-gouvernement et e-poste pour un montant de 928 684 218 francs CFA hors taxes et un délai d'exécution de 18 mois. Au cours de l'exécution des prestations du contrat initial, il est apparu des insuffisances dans l'évaluation de certains travaux. L'approbation du présent avenant permettra la prise en charge des travaux supplémentaires de fouilles en roche, de la fourniture de 17 nouveaux routeurs, de la réalisation de mise en terre électrique, de la période de suspension des travaux de 12 mois suite à la situation de crise grave que le Mali a connue en 2012 et celle d'un délai supplémentaire de 6 mois pour la réalisation des travaux supplémentaires. L'avenant est financé par la Banque Import-Export de Corée. Et c'est tout pour le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Ibrahima Djombélé. Donc, c'était là le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 22 juillet 2015 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce message de condoléances du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son Excellence, Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Message ainsi libellé, c'est avec une profonde émotion que j'ai appris l'attentat suicide qui a frappé la ville turque de Zurich à proximité de la frontière syrienne le 20 juillet 2015, faisant plus d'une vingtaine de victimes et ayant occasionné environ 100 blessés et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, exprimer à votre Excellence au peuple turc ainsi qu'aux familles durement éprouvées mes condoléances les plus émues. Je forme mes vœux ardents de prompt rétablissement aux blessés. Le Mali condamne énergiquement cet acte odieux et injustifiable et s'associe aux efforts de la communauté internationale visant à endiguer le phénomène du terrorisme. En vous réitérant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Ibrahim Boubacar Keïta.
Nous restons donc sur la colline du pouvoir et rendons-nous au Conseil économique, social et culturel. Le président de l'institution, Dr Boulkassou Maïdara, a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Mali en Égypte, une délégation du cadre concertation des femmes des partis politiques et le président de l'ordre des conseils fiscaux du Mali. L'ambassadeur, le colonel-major Mamadou Mangara, est venu s'informer des priorités économiques et culturelles du moment. Le compte-rendu de ces audiences avec Agali Aguissa. Le nouvel ambassadeur du Mali en République arabe d'Égypte s'appelle Mamadou Mangara. Celui qui doit désormais consolider et renforcer les relations entre nos deux pays est venu au Conseil économique, social et culturel pour s'enquérir des défis de l'heure avant de rejoindre son nouveau poste. Ayant bénéficié de la confiance du chef de l'État d'exercer en son nom et sous son autorité la représentation du pays en Égypte et le Moyen-Orient, alors il est de bonne civilité que je vienne voir nos grands responsables. Alors j'attends du président l'échange dans le cadre des soucis de nos opérateurs économiques, de tous ceux qui vont dans le cadre de l'apaisement du pays et aussi les ressortissants maliens qui sont dans la juridiction du Caire. Les femmes des partis politiques inscrivent leur visite dans le cadre de leur mission de défense et de promotion des droits des femmes. Nous avons surtout parlé de l'émergence des femmes parce que nous voyons que les femmes sont moins représentées dans les instances de décision, que ce soit nominative ou élective. Donc c'est pourquoi nous sommes venus plaider auprès de lui pour qu'il soit notre porte-voix auprès des autres institutions pour que l'émergence politique des femmes soit une réalité. Selon Mme Maïga, les femmes ont également souhaité l'appui du Conseil économique, social et culturel pour la mise en œuvre du projet de loi réservant un quota de 30% des postes de décision aux femmes. Un projet de loi déjà sur la table des députés. Autre audience, c'est celle accordée au président de l'ordre des conseils fiscaux du Mali. À travers cette visite, le président de l'ordre, Ibrahim Makankili, entend instaurer un cadre d'échange entre son association et l'institution. C'est une visite de courtoisie que nous avons initiée au niveau de l'ordre des conseils fiscaux du Mali pour venir parler de partenariat avec le Conseil économique, culturel et social. La nature de ce partenariat, c'est déjà des échanges de point de vue sur tous les aspects économiques, mais en particulier sur les aspects fiscaux, sur l'examen des lois de finances. Les deux parties ont jugé nécessaire le partenariat entre l'ordre des conseils fiscaux du Mali et le Conseil économique, social et culturel, avait laissé entendre M. Makangili, un partenariat capital dans le développement socio-économique du Mali. Et sachez que Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, quitte Bamako ce mercredi 22 juillet 2015 pour San Salvador et Madrid. Dans la capitale du Salvador, le ministre Diop prendra part aux travaux de la 8e conférence ministérielle de la communauté des démocraties qui aura lieu le 24 juillet 2015. Cette conférence regroupera les démocraties avérées à travers le monde autour de la thématique démocratie et développement. À Madrid, le ministre Abdoulaye Diop participera à la réunion spéciale du comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies prévue le 28 juillet 2015. Cette seconde réunion sera l'occasion pour le ministre Diop de partager la vision du Mali en matière de lutte contre le terrorisme et dégager avec ses pairs des pistes de solutions visant à éradiquer la menace. Cérémonie de prestation, et c'est en images. Elle s'est tenue à la Cour constitutionnelle ce mercredi. C'est Abdoulaye Bodj, greffier en chef précédemment en service à la justice de paix à compétence étendue de Massina, qui a prêté serment devant la Cour constitutionnelle en tant que greffier en chef de cette Cour. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Cour constitutionnelle. C'est un véritable calvaire pour avoir un passeport aujourd'hui. Certains parlent de crise, d'autres de spéculation. Le gouvernement du Mali a donc pris des mesures. La synthèse avec le ministre porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Maïga. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile
mettra en place dès jeudi matin plusieurs brigades. Autrement dit, plusieurs équipes qui vont se relayer nuit et jour pour que en 10 jours, l'ensemble des 9300 et quelques passeports et demandes soient satisfaites. À raison de 700 à 1000 passeports qui seront délivrés par jour. Et je précise que cela pourrait être constaté dès jeudi matin. Deuxièmement, il sera désormais exigé la présence physique des demandeurs de passeport. Et pour ce faire, les rendez-vous seront désormais entre 6h30 et 8h. À partir de 8h, il n'y aura plus de queue devant les services de l'immigration. Et cela tous les jours ouvrables. Nous avons décidé, je veux dire le gouvernement, le chef du gouvernement a tiré une des conclusions, c'est que désormais, la période qui s'écoule entre le dépôt de la demande et la livraison du passeport sera de 2 semaines. Il sera mis en place un guichet spécial pour les cas d'urgence. Les malades qui doivent être évacués, mais il faut cela avoir les papiers. Il ne s'agit pas d'aller dire qu'on est malade. Il faut avoir les papiers qui prouvent effectivement que le malade est en situation d'évacuation. Les étudiants boursiers, les agents de l'État en mission et les sportifs. Voilà, vous pourrez donc suivre l'intégralité de l'intervention du ministre après ce journal. Le ministère des Transports également sur pied pour lutter contre l'occupation anarchique des routes. Les experts du domaine étaient sur le terrain après avoir fait l'état des lieux. Un certain nombre de mesures sont prises pour améliorer la fluidité de la circulation routière. Quelles sont donc ces mesures? On en parle avec Alpha Mega. Qui d'entre vous ne s'est pas plaint s'agissant de la fluidité de la circulation à Bamako? Regardez, on débarque des clients n'importe où. Les véhicules sont stationnés n'importe comment. Et justement, avant de montrer les muscles pour lutter contre l'occupation anarchique dans le domaine public, les experts du ministère en charge du secteur font l'état des lieux. Une visite à pas de charge les a conduits du rond-point de l'hôpital Gabriel Touré à l'ORTM, au casino, en passant par le 3e arrondissement. Ici, le stationnement anarchique des transporteurs en commun. Au rond-point de Banconi, c'est le casse-tête des marchands ambulants. Comme mesure corrective, il y a des faits qu'il faudra mettre à ce niveau-là pour faciliter en tout cas la fluidité à ce niveau. Mais il y a des arrêts à aménager de part et d'autre. Les bandes d'arrêt pour le transport collectif. Donc en mettant des dispositifs également de sécurité à ce niveau. On s'est rendu compte qu'il y a un déficit de signalisation. Signalisation horizontale, en même temps signalisation verticale. Et lorsque ces signalisations sont renforcées, cela s'accompagne par une très large sensibilisation des usagers. Le comble, c'est que souvent, on retrouve des panneaux de signalisation anarchiquement installés par des particuliers. À ce niveau, je crois qu'il y a eu une erreur de signalisation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il s'agit tout simplement de changer le panneau. Et je crois qu'à ce niveau, ceux qui ont implanté le panneau l'ont fait avec l'intention d'interdire l'arrêt et le stationnement des gros porteurs à ce niveau, mais pas interdire la circulation des gros porteurs. C'est ainsi qu'un certain nombre de dispositions sont prises. Des dispositions qui vont sans nul doute améliorer les conditions de la fluidité de la circulation routière. Il y a lieu de faire des travaux techniques par rapport à l'infrastructure routière, mais aussi de renforcer nos dispositifs pour rendre toujours la circulation fluide, pour le bonheur des usagers de la circulation routière. Nous avons tout un volet communication, nous avons des volets sensibilisation, information, et également il y a des actions vraiment de terrain qu'on va mener dans les jours à venir. En attendant de voir la mise en œuvre des mesures, les jours sont-ils comptés pour les marchands ambulants qui occupent illégalement nos routes? On est tenté, en tout cas, de le croire. Pendant l'hivernage, les routes souffrent aussi au Mali et c'est un véritable casse-tête pour les usagers. C'est le cas de ceux de la route nationale numéro 6, c'est-à-dire le tronçon Tour d'Afrique, ancien poste de Yérémadio. Les autorités promettent d'y remédier. Les travaux de réhabilitation coûteront à l'État plus de 200 millions de francs CFA. Notre équipe de reportage est allée voir Lamine Keita.
Les usagers de la route nationale numéro 6, c'est-à-dire Bamako-Ségou, seront bientôt au bout de leur peine. Et pour cause, les tronçons allant de la Tour d'Afrique à l'ancien poste de Irimadjo, qui est dans un très mauvais état par endroit, est en train d'être réhabilité. Pour le moment, les usagers vivent un véritable calvaire. Ils ne savent plus où donner de la tête, notamment au niveau de la cour d'appel de Bamako. Je pense qu'il faut que les autorités construisent de bonnes routes. La solution n'est pas de la réparer à chaque fois, parce que les routes ont été faites sans prévoir les caniveaux. En réalité, nous souffrons et nos véhicules se gâtent aussi. Il y a des problèmes. Le goudron a été plusieurs fois réparé. En cas de pluie, l'eau stagne là-dessus. Dans des cas pareils, la route ne peut pas durer. Les autorités doivent trouver la solution en faisant des routes de qualité. Aussi bien les automobilistes que les motocyclistes, chacun cherche à se frayer un chemin. Depuis que je connais cette route, elle a toujours été ainsi. Je la pratique pratiquement, ça vaut 5 ans maintenant, elle a toujours été ainsi. Pour moi, mieux vaut reprendre l'ouvrage, je pense que c'est mieux que de réparer tout le temps. D'ici un mois, tous ces années ne seront plus qu'un mauvais souvenir, promettent les autorités en charge de la question. Ici, comme je l'ai dit au début, c'est des travaux d'entretien pour reprendre les zones les plus dégradées. Ces travaux vont durer à peu près un mois. D'ici fin août, nous allons boucler complètement ces travaux d'entretien. Et dans les mois à venir, il y a la reconstruction même de la route, de la Tour de l'Afrique jusqu'à Irimadjo. Donc avec le retour de la paix, il y a des partenaires techniques et financiers qui se sont manifestés pour financer. Donc ce projet qui va venir, dans un premier temps, il va consister à la reconstruction totale de la voie en 2 fois 3 voies. Il est envisagé en 2 fois 3 voies avec l'agrandissement du système d'assainissement et faire en sorte que ça soit une voie, une autoroute urbaine avec toutes les commodités qu'il y a. Il va y avoir vraiment l'éclairage, le système de drainage, le système de motocyclistes, les 2 roues qui vont être vraiment intégrés à l'ensemble du projet. Donc un projet vraiment urbain qui va être très prochainement démarré ici. Et je crois que les partenaires techniques et financiers sont à pied d'œuvre pour mettre les financements en place. L'un des défauts de cet axe principal, c'est les problèmes liés au bourrage des caniveaux, surtout en cette période hivernale, remarquent certains usagers. Une situation déplorable selon le directeur général de l'AGEROUTE qui en appelle au civisme des riverains. Les caniveaux étaient remplis presque à 100%. Il y a même des parties de caniveaux où on peut apercevoir un dépôt de sable de plus de 50 cm sur le caniveau. Donc nous allons curer en tout cas le caniveau sur l'ensemble, sur toute la longueur du tronçon, décaper les accotements de façon à ce que les eaux puissent quitter l'accotement et aller directement dans le caniveau. En plus de cela, il y a certaines parties, surtout les rues transversales, vous avez pu les constater avec nous, les gens aménagent. En aménageant, ils inversent la pente vers la route. Donc au lieu que les eaux ne descendent dans les caniveaux, ces eaux traversent et viennent directement sur la chaussée, créent des désagréments. Au niveau des stations, il y a beaucoup de stations d'essence le long de la route qui ont aménagé de cette manière. Et ce qui fait que les eaux ne circulent plus pratiquement dans le caniveau, mais circulent sur la chaussée. Nous allons reprendre la configuration de ces dalles, curer l'ensemble des caniveaux d'exécutoire en exécutoire, de façon à ce qu'on s'assure que les eaux sont drainées de la chaussée vers l'exécutoire sans problème et avec un temps d'attente assez court. Ça c'est important quand même à dire. C'est surtout le comportement des riverains qu'il faut quand même corriger. Et ça c'est un devoir citoyen. En attendant la fin des travaux de réhabilitation de cet important tronçon, les usagers sont obligés de prendre leur mal en patience. Je le disais dans les titres, à Chenou se développent de plus en plus et spécifiquement à Bamako les ventes d'objets de toute nature importés d'Europe ou des États-Unis d'Amérique, appelées CAS. Ces marchandises outre-Atlantique intéressent plus d'un parents et enfants. Ils trouvent leur compte tant par la qualité, la diversité que par le prix. Ces marchandises sont entre autres les chaussures, les frigos, les vélos, les cuisinières, les véhicules, les habits et tenez-vous bien, même les animaux. Notre équipe de reportage conduite par Mahamadou Doumbia a fait le tour de la ville. Voici son reportage. Le 2
À travers le district de Bamako, le marché des marchandises casse est en pleine expansion. Ces articles importés depuis l'Europe ou les États-Unis d'Amérique sont assez diversifiés. Des frigos, des congélateurs, des climatiseurs, des téléviseurs, des amplificateurs et haut-parleurs, des valises et sacs de voyage, des livres, des habits, des jouets et même des véhicules. Pour attirer la clientèle, chacun a sa stratégie, ses méthodes. Les gens, ils ont pensé que le casse, c'est des choses qu'on jette. Non. Mais dans tout le travail, si tu as vu comment c'est propre, comment j'ai organisé chaque article à sa place. Ça permet n'importe quelle personnalité peut venir, rentrer, choisir et sortir sans que c'est sali. Le marchandise, ça vient de France, il y a ce que ça vient des États-Unis. J'ai profité tout simplement voir si je peux avoir quelques jeux pour mes enfants. Et voilà pour la crise là. Je suis venu payer frigo. Je vais me manger dedans avec les fruits. C'est bonne qualité, on en ensemble il y a longtemps. Autre boutique, autre style avec des matériels de studio, des vélos et bien d'autres produits casse importés qui attirent surtout les tout petits et la gente féminine. Je venais chercher du sac. Merci. Nous on travaille avec les Américains. Tous les marchandises, ça vient des États-Unis. Ne se plaignez pas, alhamdulillah, Dieu merci, on a des clients. Tous les mots y viennent, saké son soir. Il y a 3 ans maintenant, je suis toujours ici. Je trouve ici les articles à bon prix. Ça fait mon deuxième tour ici ce matin. En plus des produits importés, certaines boutiques sont même spécialisées dans l'importation d'oiseaux et d'animaux de tout genre, y compris des chiens de garde venant d'Italie, de Suisse et de Sibérie et qui sont sous contrôle vétérinaire avec leur nourriture spéciale. Ils vendent de bons produits et c'est bien garanti. Donc depuis là, ça fait un bon bout de temps que je suis un de leurs fervents clients. J'achète de diverses choses. Oui. Aujourd'hui, je suis venu pour une machine et ils font l'entretien aussi. On a des chiens qui viennent de Sibérie, de Suisse, d'Italie, de France aussi. Et c'est des chiens qui s'adaptent très bien à la chaleur, qui n'a aucun problème. Il suffit juste de leur donner de l'eau à longueur de temps, à volonté. En matière de commerce extérieur, il y a 2 régimes. Le régime de la liberté, ça veut dire que n'importe qui respecte la réglementation en matière de commerce extérieur, qui dispose d'une patente import-export en cours de validité et qui s'est inscrit au registre du commerce, peut librement importer ce produit. Et les prix sont fixés par le libre jeu de la concurrence sur le marché. Les frigos qui ne sont plus homologués en Europe. La qualité de certains de ces produits reste à désirer. Il y a un problème de qualité. Mais qu'à cela ne tienne, qu'avant leur embarquement au Mali, normalement, ces produits font l'objet d'un contrôle préalable. Il y a certains produits qui contiennent certains gaz qui ne sont pas tout à fait homologués. Donc, ces produits doivent faire l'objet d'un contrôle préalable de ces services techniques, notamment les services de l'environnement. Autre casse, autre luxe, autre envie. Les voitures tous chevaux et de toutes les couleurs. Même la qualité des clients qui satisfait une bonne qualité. Nous avons fait Europe, nous avons fait bateau, nous avons Bamako, nous avons fait entretien. S'il y a un problème, les clients de mes fans à résoudre. Et puis, nous avons fait un entretien qui a été Turquie là. Mon frère m'a parce que moi, je suis clé. Et mon blanc, et bien, on est là. J'ai fait pas mal de parking et je suis tombée sur ici. J'ai vu que leurs prix sont vraiment abordables. Et vraiment, ça donne envie d'acheter. Et moi, je suis venue pour ça. Faute d'interlocuteurs au service des douanes, nous aurions souhaité en savoir plus. En tout cas, selon les constats, les casses tous azimuts font partie désormais de notre quotidien et pour longtemps. Vous le savez déjà, le taux d'admission au baccalauréat cette année est de 17,99%. Ce taux est légèrement supérieur à celui de l'année dernière qui était de 16,22%. Ces faibles taux interpellent toute la communauté éducative et également chacun de nous. Là-dessus, suivons l'analyse de Lamine Tchekoura Koulibaly.
Il y a ce que les enseignants appellent le baccalauréat politique et le baccalauréat académique. Le baccalauréat politique voit l'immixtion de l'exécutif au plus haut niveau pour imposer aux pédagogues les moyens d'admission. Créant le mécontentement et la grogne des parents d'élèves, l'exécutif a souvent repêché très bas. Ce fut le cas durant des décennies au Mali et la pratique est en cours dans de nombreux autres pays. Le bac académique est celui que les enseignants ne cessent d'exiger. Au Forum national sur l'éducation, par exemple, ceux du supérieur avaient vivement recommandé que les élèves n'accéderaient désormais au supérieur qu'avec leur niveau réel, c'est-à-dire avec au moins 10 de moyenne. Ce qui aurait pour conséquence de réduire par ailleurs la massification des étudiants de plus en plus inquiétante et de promouvoir l'excellence à l'école en améliorant le taux d'encadrement. Les bacs de 2014 et de 2015 ont répondu à cette attente. Il n'y a pas eu d'immixtion pour imposer des repêchages. Le politique et le pédagogue, pour une des rares fois, se retrouvent dans la même logique. Le taux d'admission de 17%, selon les pédagogues, reflète le niveau réel des élèves, d'une part. D'autre part, il est le reflet de la rigueur dans le contrôle que le département de l'éducation nationale, sous la direction du président de la République, a su imposer aux différents examens, de l'organisation à la gestion. Mais ce taux de 17% démontre surtout la baisse continue des niveaux. À ce sujet, les responsabilités se situent à différents paliers. Le milieu familial, l'environnement pédagogique, avec au centre le maître, qui doit être bien formé et motivé pour aider les élèves de plus en plus nombreux dans ces classes à organiser et à mener leur propre formation. Tel est en tout cas l'objectif de l'approche par compétences, socle du nouveau lycée, initié à partir de 2011-2012 avec la réforme. À la famille et à l'environnement pédagogique s'ajoute la part de responsabilité du système éducatif lui-même. S'il n'a pas failli, il est resté en tout cas moins regardant sur le fonctionnement des établissements d'enseignement privés, nombreux à ne pas respecter les cahiers de charge et à fouler aux pieds les normes pédagogiques exigées. La réforme du lycée a introduit de nouvelles disciplines pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de professeurs qualifiés. Et l'enseignement suivant l'approche par compétences n'est pas toujours maîtrisé par les enseignants en classe. Faut-il dès lors évaluer la réforme du lycée dont la 3e promotion a passé le baccalauréat cette année? Enfin, beaucoup d'enseignants du secteur public de l'enseignement et principalement des matières principales travaillent aussi dans le secteur privé, entraînant des surcharges d'heures qui n'arrivent pas à assurer efficacement. Tout cela nous interpelle. Élèves, parents, syndicats d'enseignants, administrateurs scolaires, partenaires et autorités, afin de contribuer à la restauration vertueuse du temple, à savoir le retour de l'excellence à l'école. Un mot de santé dans ce 20h, les travaux de l'atelier du programme conjoint des Nations Unies sur le VIH-Sida 2015-2017 ont pris fin cet après-midi à Bamako, organisé par l'ONU-Sida, et cet atelier de 3 jours avait pour but non seulement de renforcer l'engagement des points focaux des différentes agences des Nations Unies dans la planification et la mise en œuvre des activités de riposte au VIH, mais aussi de planifier les activités conjointes sur le VIH-Sida pour la période 2015-2017. On en sait plus avec Sokona Kamisoko. Pour atteindre les objectifs des 3 0, à savoir 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-Sida, il faut l'implication des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi les responsables de ONU-Sida et les différentes agences des Nations Unies se sont réunis pendant 3 jours pour non seulement évaluer le programme conjoint 2013-2014, mais aussi élaborer le nouveau programme 2015-2017 du système des Nations Unies sur le VIH-Sida. L'ONU-Sida s'était engagé en 2000 pour qu'en 2015, on arrive à mettre 15 millions de personnes sous traitement. On a fait le bilan pour voir où est-ce qu'on en est. Ensuite, on a
fait aussi le bilan, on a dit il y a le pays dans son cadre stratégique national sur lequel on doit s'aligner. 2013-2017, on a fait la revue de ce qui a été fait pour l'ancien programme 2013-2014. Notre objectif maintenant, ce n'est plus de dire on va mettre seulement 15 millions de personnes sous traitement, zéro nouvelle infection, zéro discrimination, mais aussi il faut vraiment qu'on arrive vers l'élimination du sida d'ici 2030. Les chefs d'État du monde se sont réunis et le président Ibrahim Boubacar Keïta était là à New York avec tous les autres présidents. Ils ont décidé qu'à partir de maintenant, dans les 15 années à venir, la communauté se donnait ce temps pour éliminer le sida sur le plan, définitivement sur le plan, disons, au niveau mondial. Et ils sont en train de nous aider justement pour voir quel est le rôle que la communauté des partenaires techniques et financiers qui appuient le Mali ici vont jouer en termes d'accompagnement du Mali pour cette élimination-là. Pour consolider les acquis en matière de lutte contre le VIH et le sida, le Mali a élaboré le plan stratégique de lutte contre la maladie pour la période 2013-2017. Ce plan a pour objectif de répondre aux différents défis liés au VIH et au sida dans le pays. De nouveaux instructeurs pour les FAMA, 33 de ces éléments ont suivi pendant 3 semaines un stage de renforcement de capacité dans le maniement des armes lourdes et semi-lourdes. Ce stage est organisé par l'état-major de l'armée de terre et la 3e région militaire de Kati. Reportage d'Auda Sidiki Diarra. Ils sont aguerris et prêts pour le combat dans toutes ses phases. Ces nouveaux instructeurs de l'armée de terre ont vu leurs capacités renforcées par l'EITM dans le maniement des armes lourdes et semi-lourdes. N'oubliez jamais que vous êtes des instructeurs. Maintenant, vous devez faire l'effort d'être capable de transmettre à vos soldats tout ce que vous avez reçu. Les instructeurs européens ont fait de leur mieux pour vous montrer leur connaissance, le savoir-faire et leur savoir-être. Durant ce temps de formation, nous avons eu un plus dans ce que nous avons appris et on ne manquerait pas de transmettre la connaissance aux autres qui sont derrière nous. Notre disponibilité ne fera jamais faillite. Pendant 3 semaines, ces éléments des FAMA ont appris les techniques de tir au mortier 60 et 82 mm, aux armes de calibre 14,5 et 12,7, au SPG-9 et aux lance-roquettes anti-char. C'est là à la grande satisfaction du chef d'état-major de l'armée de terre. Le diplôme que vous venez de recevoir aujourd'hui, c'est un diplôme d'instructeur. Ça veut dire que vous êtes tous outillés pour organiser un stage et transmettre les connaissances que vous venez d'avoir. Et c'est ça le but. L'autorité politique et les autorités militaires sont en train de faire de gros efforts d'équipement. Un équipement, quelle que soit sa performance, n'a pas d'efficacité que s'il est utilisé par l'homme qui sait le manier. Et c'est pour ce faire que nous avons fourni cet effort. Aujourd'hui, les FAMA tiennent bien le terrain, mais ils ont besoin d'un petit réglage. C'est dire que le commandement attend beaucoup de ces nouveaux instructeurs. 300 millions de francs CFA, c'est le montant déboursé par le commissariat à la sécurité alimentaire pour l'achat de 1468 tonnes de céréales au profit des populations vulnérables de 11 communes du cercle de Gundam. L'opération permettra donc de soulager les paysans qui traversent une période de soudure. ORTM Tombouctou, Ramou Soumeila. Cette distribution des vivres dans la commune de Douétiré, cercle de Gundam, est initiée par le commissariat à la sécurité alimentaire en partenariat avec l'ONG Ahmad Pelkod et SOS Environnement au profit de 11 communes du cercle. 1468 tonnes pour un montant d'environ 300 millions de francs CFA seront partagées entre 50 000 personnes vulnérables. Les bénéficiaires sont satisfaits de ces gestes. Je suis vraiment ravi du geste parce que je suis personne ressource, je suis personne âgée. C'est que ça ne soit pas pour la première fois que ces actions soient pérennisées dans le temps et dans l'espace. Satisfaction totale, vu la situation que connaît ma commune présentement. Et c'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement le gouvernement du Mali et ses partenaires, à savoir SOS Environnement et Ahmad Pelkod. Pour l'État et ses partenaires, ce geste vient à point nommé car la crise sécuritaire a beaucoup affecté les populations. À l'issue d'un partenariat concerté et mutuel entre l'État du Mali et le consortium d'ONG Ahmad Pelkod et SOS Environnement, que cette opération de distribution alimentaire gratuite
a été initiée. Pour le commissariat de la sécurité alimentaire, c'est une action républicaine. Et pour nous, les ONG, on plaide la cause des populations vulnérables avec lesquelles on vit ici, dans notre cercle. Voilà donc conjugaison des deux efforts. Nous sommes en partenariat avec le commissariat de la sécurité alimentaire. La distribution sera effectuée dans les 2 autres communes du cercle de Gundam. Cette opération va soulager les différentes populations en cette période de soudure. On en vient au deuxième titre de ce journal, la sacrée championne d'Afrique d'un mois de 16 ans depuis dimanche dernier à Madagascar, et cela pour la 4e fois d'affilée. Les cadettes sont de retour à Bamako ce mercredi. Elles ont été accueillies en pompe de l'aéroport jusqu'au Palais des Sports de la CI 2000. Abdul Karim Kaba était de la fête. Les Maliens ont accueilli les championnes d'Afrique de moins de 16 ans comme cela se doit, c'est-à-dire la dimension du sacre. Faut-il les rappeler, c'est la 4e fois d'affilée que le Mali remporte cette coupe depuis sa création en 2009 ici à Bamako. À l'accueil à l'aéroport, les autorités n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. Bravo et félicitations. Certes, le Mali est à sa 4e coupe à ce niveau, mais comme on le dit, il est plus facile de conquérir un titre que de maintenir un titre. Donc je pense que le grand mérite vous revient, vous, pour avoir déjoué tout ce qui avait été préparé par toutes les autres équipes qui craignaient le Mali, bien entendu. Après 3 victoires, donc ça veut dire que vous aviez tout le monde comme adversaire. Donc savoir vaincre toutes ces adversités et aujourd'hui encore nous ramener cette coupe africaine honore tous les Maliens et au nom de l'ensemble du mouvement sportif national, au nom de l'ensemble des Maliens, vous dire que vous nous avez fait honneur, vous dire merci et vous dire que c'est ce qu'on attend de tous les Maliens, que chacun dans son domaine fasse en sorte que les défis soient relevés. Ce gouvernement a dit qu'il va faire l'honneur du Mali. Et aujourd'hui, les filles ont fait l'honneur du Mali. Pour la 4e fois, elles gagnent la coupe. Elles ont fait le bonheur des Maliens. Aujourd'hui, tous les Maliens, toutes les Maliennes sont contents de les recevoir. Donc nous leur disons merci. Ce sacre est le couronnement d'un travail à la base, diront les responsables du basketball malien. Ce n'est pas tous les pays d'Afrique qui peuvent se targuer d'avoir 4 fois la Coupe d'Afrique. Nous nous sommes battus contre des équipes qui sont assez sérieuses, mais nous sommes sortis vainqueurs de toutes ces confrontations. Moi je crois que notre pays peut être fier de nos filles qui n'ont pas 16 ans encore et qui pour la 4e fois deviennent champions d'Afrique. Surtout pour moi, l'aboutissement d'une mission. Donc quand on est en mission et qu'on l'accomplit, on est toujours satisfait. Donc je suis très content et je remercie les générations de filles qui m'ont permis d'arriver à cela, et particulièrement cette dernière qui a amené à l'apothéose. Il faut reconnaître qu'avec mon assistant Boubacar Diallo, communément appelé Si, et puis l'encadrement médical, nous mettons les bouchées doubles pour que les filles soient dans les conditions de préparation satisfaisantes. En tout cas, ce qui relève de nous, à savoir le plan physique, technique, tactique et un peu psychologique, nous mettons les bouchées doubles à ce niveau. Grâce à l'esprit d'équipe, la meilleure joueuse de la compétition est malienne. Mais je dirais aussi que je n'ai pas été meilleure, nous avons été meilleurs, parce que je ne serais pas meilleur sans les autres. Grâce à eux, je suis meilleur et la coupe on a remporté. Grâce à la solitude, on était ensemble tout le temps. La victoire était dans notre tête depuis le départ du jeu. Depuis le début du jeu, on a dit qu'on va gagner cette coupe. Arrivé au Palais des Sports, une cérémonie attendait la délégation. Un vrai moment de bonheur. Tous
Tous ont salué cette consécration tout en encourageant les jeunes filles et leur encadrement à bien préparer la Coupe du Monde de la catégorie. Les filles ont remis le trophée aux garçons, histoire de les motiver pour l'Afro-Basket de moins de 16 ans qui doit démarrer au Mali le 30 juillet prochain. Elle méritait vraiment cet accueil. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et également la CODEM, suite à la victoire des Aiglones cadettes à la Coupe d'Afrique de basketball des moins de 16 ans à Madagascar, adresse leurs vives félicitations aux Aiglones, à leur équipe d'encadrement, au ministère des Sports, à la Fédération malienne de basketball. La brigade territoriale de gendarmerie de Kati a arrêté l'un des 6 braqueurs d'un boutiquier à Néguéla. 4 armes de fabrication artisanale ont été récupérées avec 3 motos au cours du braquage. Un commerçant a été blessé. Reportage d'Audacity Kidjara. Cet homme est l'un des 6 voleurs qui ont semé la terreur à Néguéla dans la nuit du 12 au 13 juillet dernier vers 2h du matin. Ils sont arrivés dans cette localité sur 3 motos Jakarta. Ils sont dirigés vers les boutiques. Il y avait une seule boutique qui était ouverte. Le propriétaire de la boutique, du nom de Shekne Haïdara, était assis sur une chaise en face de la boutique. Il avait 3 compagnons, 3 camarades qui étaient couchés. Donc, ils l'ont dépassé d'abord. Après, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, il y avait 4 qui avaient des pistolets artisanaux. Il y a un d'eux qui l'a braqué. 2 autres se sont dirigés vers ceux qui sont couchés. Ils les ont tenus en respect. Ils y dormaient. Un est parti derrière la ruelle par laquelle normalement quelqu'un est susceptible d'arriver. Il s'est placé là-bas. Donc celui qui l'a braqué, lui, il l'a fait rentrer dans la boutique. Quand il l'a fait rentrer dans la boutique, il dit tout de suite, tu vides le coffre. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup. C'était la recette de la journée. Il n'y avait pas beaucoup. Donc il a vidé ça dans un sac en caoutchouc bleu. Il lui a dit, maintenant, l'argent que tu as. Il dit qu'il n'a pas d'argent. C'est tout ce qu'il a. Dis-moi les cartes de recharge. Il a plongé, il y avait d'autres cartes de rechange, mais il a plongé la main, il a fait sortir un rouleau, il lui a donné. Quand il lui a donné maintenant, ceux qui sont au dehors, qui tenaient en respect les 3 personnes couchées, ont dû réveiller 2 parmi eux. Quand ils sont réveillés, ils les ont fouillés, ils ont trouvé une somme de 285 000 francs avec eux. Ils ont pris ça, ils ont empoché. Ils les ont amenés dans la boutique et ils ont fait coucher les 3 maintenant. Celui qui dormait s'est réveillé brusquement. Et dès qu'il s'est réveillé, il a foncé sur celui le plus jeune du groupe. Il avait à peine 18 ans. Il a foncé sur lui, il dit c'est quoi? Il dit si tu ne restes pas là-bas, je tire sur toi. Il a foncé sur lui, il a tiré sur lui. Alertés, les forces de sécurité se sont mises en branle. Les bandits ont pris la route de Bamako et se sont retrouvés nez à nez avec des gendarmes à Djoba. Les délinquants ont tiré sur eux. Quand ceux-ci ont riposté, les voleurs ont abandonné leurs motos et leurs sacs avec des armes pour se fondre dans la nature. On a demandé à tous les autorités locales là, de nous aider. Donc je crois vers 16h comme ça, il y a eu quelqu'un qui a pris son courage à deux mains, il nous a informé qu'il y a quelqu'un de suspect dans le village de Komi-Komi. Donc on s'est transporté sur les lieux, avec prudence bien sûr. Il paraît que l'intéressé serait arrivé là-bas vers 3h du matin. Il est rentré dans la première maison qu'il a rencontrée, il est rentré dans une chambre isolée, il s'est couché. Maintenant, le matin, vers 9h, malgré qu'on était présent sur les lieux, la personne avait de la peine à nous signaler sa présence. Ils ont peur. Mais vers 16h, quand même, il a eu le courage de nous informer. Quand on est venu, on a forcé la porte, on est rentré, on l'a trouvé, il est là-dedans, il a levé les mains. Donc on l'a pris. Une fois encore, les populations ont compris la leçon de morale. Il s'agit d'aider les forces de sécurité dans leurs tâches. Et cette mission a reçu grâce à l'apport de la population. Et les informations sont tombées très vite et ça a permis à nos forces de se déplacer rapidement. Et le résultat, c'est d'abord à féliciter ces populations. Les enquêtes se poursuivent afin de démasquer les 5 autres bandits qui sont en cavale.
4 armes de fabrication artisanale ont été récupérées avec 3 motos lors de l'arrestation de l'un des 6 braqueurs d'un boutiquier à Néguéla. Merci d'avoir été des nôtres. C'est tout pour ce journal. Je vous retrouve demain, même heure, même plateau pour d'autres points de l'actualité. Mais avant, vous serez avec Rachel Tissoké à 10h et à 13h. Prenez soin de vous et bonne soirée à tous.